محمد سيد الكونين والفريقين من عرب وعجم محمد سيد الكونين. Voilà, nous avons vu donc la fois passée donc, la notion d'échantillonnage, mais on a vu surtout donc, dans la partie précédente donc, la notion d'intervalle de fluctuation. Bon, aujourd'hui, on va voir un autre intervalle qu'on appelle l'intervalle de confiance et la notion d'estimation. Bon, tout d'abord, donc, on va donner une petite introduction pour un peu décrire ce qu'on va faire dans cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les données? Bon, supposons qu'on a une population P. Donc, on a une population qu'on note P. Donc, en statistique, donc, la population, elle peut être, donc, c'est un ensemble d'individus ou bien d'éléments, donc, sur lesquels on veut étudier un caractère. Par exemple, la population, elle peut être donc, la population d'un pays, elle peut être aussi, donc, par exemple, je ne sais pas, des oiseaux migrateurs, elle peut être aussi donc, des poissons donc, qui ont eu certaines donc, particularités, elle peut être aussi donc, des bactéries ou bien des virus donc, qui accompagnent une certaine maladie. Donc une population P, donc, elle peut être n'importe quoi. Donc ce n'est pas obligatoirement une population au sens linguistique direct, donc une population de gens, non, donc elle peut être n'importe quoi. Donc supposons, bon, je vais désigner comme ça, donc je fais un schéma comme ça, donc ça, c'est la population grand P. Et supposons que dans cette population, j'ai envie d'étudier donc un caractère. J'ai envie d'étudier un caractère. Donc, un caractère, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Par exemple, je prends une population d'une ville, je veux étudier, par exemple, être gaucher, ou bien être droitier. Ou bien, par exemple, j'étudie, par exemple, les gens qui sont hypertendus, dans l'attention. Ou bien, par exemple, les gens qui sont diabétiques. Ou bien par exemple, les gens qui vont voter pour une certaine personne, etc. Donc ça c'est un caractère. Donc j'ai un caractère, donc j'étudie un caractère. Caractère C. Et je note donc le pourcentage maintenant. Donc la proportion, donc ici, donc, la proportion. Petit p, donc ça c'est grand P, maintenant c'est petit p. Donc petit p, c'est la proportion de gens qui possèdent ce caractère. P c'est quoi? Une proportion. Donc comment je la calcule cette proportion P? Donc je prends les gens qui possèdent, ou bien les éléments qui possèdent ce caractère, le nombre, divisé par la population totale. Donc P c'est un nombre, P c'est un nombre qui appartient à l'intervalle général 0,1. Donc P égale, donc nombre de gens, donc possédant le caractère C divisé par le nombre de la population P. Voilà donc comment je définis la proportion P. Donc à la population, donc à P et à C, donc j'associe en général donc
un nombre entre 0 et 1 qui est la proportion, une proportion donc associée au caractère C de la population grand P. Bon, le but de cette partie-là, donc on va étudier aujourd'hui, c'est justement de connaître ce nombre P, ce qui est la proportion d'éléments dans une population qui possède le caractère C. Donc, en général, le but, c'est d'étudier, donc le problème ici, c'est problème, donc, ici, donc, connaître cette proportion, connaître par diverses méthodes, on peut connaître P par diverses méthodes, mais notre but aussi, c'est donc soit avoir, si on peut, donc avoir une valeur exacte de P, tant mieux, tant mieux, mais en général, vu les contraintes sur la population, on ne peut pas connaître exactement la valeur de cette proportion. Par exemple, si on veut connaître, si vraiment on veut connaître cette quantité petit p, cette proportion, donc il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître le nombre de gens qui possèdent le caractère, et je le divise par le nombre de la population P. Donc, par exemple, je donne un exemple, supposons dans une élection présidentielle, ou bien une élection donc, pour avoir un sondage d'opinion. Donc, par exemple, je veux connaître la proportion de gens qui votent pour un certain candidat, X. La proportion de gens qui votent pour un certain candidat, grand X. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc, il faut donc faire un questionnaire et demander à toute la population, si on va avoir exactement le chiffre exact, à toute la population, son avis sur le candidat grand X. Est-ce qu'elle vote sur cette personne ou bien elle ne vote pas? Voilà. Mais imaginez une population comme celle de la Chine populaire, ou bien celle de l'Inde, ou bien même la population de l'Algérie. Donc vous voyez bien que c'est une tâche qui est difficile à accomplir. Mais supposons un autre problème plus simple que celui-là, un autre problème plus simple que celui-là. Une usine, par exemple, qui fabrique des allumettes, qui fabrique des boîtes d'allumettes, ou bien une usine qui fabrique des boîtes de yaourt. Donc, et je veux avoir une idée sur la proportion de boîtes d'allumettes qui sont défectueuses, FSD. Je ne peux pas tester toutes les boîtes d'allumettes. Vous remarquez bien, si je teste toutes les boîtes d'allumettes qui sortent d'une usine, donc ça n'a aucun intérêt, ce sondage cette étude n'a aucun intérêt, parce que je vais donc sacrifier toute la production des allumettes. La même chose, je ne peux pas ouvrir chaque boîte de yaourt et donc faire une étude bactériologique sur chaque boîte de yaourt. Ça c'est impossible. D'où, donc, pour des raisons pratiques, matérielles ou bien même d'éthique, on voit bien qu'on ne peut pas toujours donc, calculer cette proportion P de façon exacte et à partir de la population totale. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la méthode? Donc, en statistique, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Au lieu de prendre toute la population P, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre dans la population P, je vais prendre ce qu'on appelle, je vais prendre seulement une partie, donc ici, donc E. Donc je vais prendre une partie, donc E, que j'appelle un échantillon. Dans le nombre, en général, je vais vous donner le nombre je ne vais pas dire en général, dans le cas pratique, le nombre par exemple, dans le sondage, dans l'étude dans les sondages, donc sur l'échantillon, il avoisine à peu près les 1000 personnes. Les 1000 personnes. Vous voyez bien que la quantité 1000 n'est pas une grande quantité à étudier. Donc je prends un échantillon. Donc dans les sondages, il ne prend pas au hasard sur cet échantillon, mais il faut qu'il soit représentatif de la population P. Ça c'est un autre problème.
Mais nous on suppose, dans nos études théoriques, on suppose que cet échantillon, on le prend de façon aléatoire. C'est-à-dire, je prends de façon arbitraire les éléments qui, donc, je les tire de la population de façon vraiment arbitraire. Donc c'est un échantillon tiré au hasard. Donc cet échantillon donc il est de taille 1. Et au lieu de faire l'étude sur la population entière, j'étudie le caractère C. Donc on étudie le caractère C. Par exemple, dans le cas du vote, quels sont les gens dans l'échantillon, donc qui votent pour le candidat X. C'est ça l'étude du caractère. Étudier le caractère C, non pas dans la population tout entière, mais dans l'échantillon. Et ça, c'est faisable. Ceci est faisable. Pourquoi? Parce que l'échantillon, donc, il n'y a pas beaucoup de... Je vous ai dit, donc, un nombre M qui est acceptable pour faire une étude d'un sondage, donc c'est à peu près 1000 éléments. Donc, éléments suffisent. Alors, pour les boîtes de yaourt, c'est moins. Par exemple, pour les boîtes d'allumettes, c'est moins. Donc, au lieu de... Donc, je vais, à la sortie de la production des yaourts, par exemple, je vais donc prendre un nombre N, donc je choisis le nombre N, je le fixe à l'avance, un nombre N de boîtes de yaourt, et donc je fais une étude bactériologique sur ce nombre N de yaourt. Bon, qu'est-ce que j'associe à cet échantillon de taille 1? Donc j'ai un échantillon de taille 1, donc je vais associer ce qu'on appelle ici F, une fréquence. La fréquence associée à l'échantillon. C'est quoi une fréquence? La fréquence, c'est simple. F, c'est égal à le nombre d'éléments de l'échantillon. Le nombre d'éléments de l'échantillon, donc, qui vérifie, donc qui possède le caractère C, C, divisé par le nombre total, c'est-à-dire divisé par N, le nombre total de l'échantillon. Je suppose que j'ai un échantillon de taille N, donc divisé par le nombre total, donc F ici est égal à le nombre d'éléments de l'échantillon qui possède le caractère C, divisé par le nombre total d'éléments de l'échantillon. Donc vous voyez bien que cette fréquence ici, la fréquence associée à l'échantillon, donc c'est un nombre aussi qui est donc, il appartient à l'intervalle aussi 0,1. C'est l'intervalle qui appartient à 0. Bon, par exemple, dans le cas du vote, si par exemple vous avez un échantillon de 1000 personnes, vous avez un échantillon, par exemple, si vous avez un échantillon de 1000 personnes et vous avez 500 personnes vous disent, donc vous faites une enquête d'opinion, et 500 personnes vous disent on vote pour le candidat X. Ça veut dire que la fréquence, le caractère étudié ici, c'est voter pour le candidat X. Donc, vous voyez bien que la fréquence associée ici, F, bon, supposons un échantillon E de 1000 personnes, et 500 personnes vous disent qu'on va voter pour le candidat X. Donc, vous voyez bien que la fréquence ici est égale au nombre de personnes qui votent oui pour le candidat X, divisé par le nombre total N de l'échantillon. Donc vous voyez bien que j'obtiens ici un nombre qui est égal à 0,5. Si ici vous avez 400, donc vous allez avoir 0,4. Si vous avez 100, vous allez avoir 0,1. Si vous avez 10, vous allez avoir 0,01. Ça, la fréquence associée à un échantillon, donc c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Il appartient à l'intervalle 0,1. Et ça représente la proportion générale. Là, c'est la proportion de gens donc, qui possèdent le caractère étudié dans l'échantillon. Ce n'est pas dans la population entière. Donc, en général, sur la proportion, donc on étudie la proportion dans un échantillon, on dit la fréquence. Mais lorsqu'il s'agit de la proportion P dans la population entière, donc on dit la proportion.
Bon. Donc j'ai trouvé, donc je répète, donc j'ai une population, donc je tire un échantillon sur cette population, j'appelle E, en cet échantillon de taille 1, j'associe un nombre que j'appelle la fréquence. C'est le nombre de gens qui possèdent donc le caractère C dans l'échantillon, c'est pas dans la population entière. Bon. Moi, qu'est-ce que je veux étudier? Donc, est-ce que F, donc quelle est la relation entre F et la proportion? L'inconnu ici, c'est le contraire de l'intervalle de fluctuation. Ici, ce qu'il y a de connu ici, c'est la fréquence. Je connais la fréquence. C'est-à-dire la proportion dans l'échantillon. La population dans l'échantillon. Ce n'est pas la proportion dans la population tout entière. Et le but, mon but, c'est de connaître la proportion dans la population. C'est la fréquence dans la population. P dans la population. Est-ce que F représente bien P? Est-ce que F me donne une valeur, est-ce que c'est-à-dire la proportion que j'ai calculée dans l'échantillon, l'échantillon, est-ce que P, est-ce qu'elle est proche de la vraie proportion? L'expliquer, par exemple, P est la population entière d'un pays, par exemple l'Algérie, fait 42 millions. Je vais sortir un échantillon de 1000 personnes. 1000 personnes. On a une étude d'opinion, qui est au téléphone, on a une étude, on a une fréquence F des gens qui votent pour le candidat X. Mais c'est sur 1000 personnes. Est-ce que, par exemple, on a 60%, 0,6, 60% de gens votent pour le candidat X. Est-ce que cette fréquence, elle représente, est-ce que c'est une valeur approchée de la vraie proportion de la population qui est là? C'est un problème. Est-ce que dans la population tout entière, les 23 millions de votants en Algérie, est-ce que 60% de gens votent pour le candidat X? Donc c'est un problème difficile. Là. Donc là, vous voyez la difficulté. Donc là, c'est le contraire. C'est le contraire de l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation, je connais la proportion P, la population K, et je calcule la fréquence F. Lorsque je calcule cette fréquence F, des renseignements. Mais c'est le contraire. P est inconnu. L'intervalle de confiance, la proportion totale de la population, elle est inconnue. C'est P qui est inconnu. Et donc, je peux calculer la fréquence. Donc là, P est inconnu, F est connu. Comment avoir une idée? Donc là, comment avoir une idée sur cette proportion P à partir de la fréquence obtenue sur un échantillon, de taille 1. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, à partir de F, donc c'est résumé, à partir de la fréquence F, on va associer ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Là, c'est un intervalle. Donc, je vais vous dire à quoi est égal. C'est égal à F moins 1 sur racine carrée de 1. F, c'est la fréquence de l'échantillon, associée à l'échantillon. 1, c'est la taille de l'échantillon. F plus 1 sur racine carrée de 1. Bien sûr, avec des hypothèses sur 1, etc., sur F, etc., surtout sur F et sur 1. Donc on associe un intervalle, cet intervalle-là, on l'appelle l'intervalle de confiance. À 95, au seuil de, on appelle ça comme ça, intervalle de confiance au seuil de 95%. Personne ne cela. On peut donc, avec cet intervalle de confiance, on peut dire que notre proportion P qu'on cherche sur la population tout entière, donc, elle appartient, sous certaines conditions, elle appartient à cet intervalle de confiance, avec donc une probabilité donc,
qui avoisine les 95%. C'est-à-dire, lorsqu'on fait ce choix-là, on peut faire une erreur de 5%. On peut faire une erreur de 5%. Voilà donc, à peu près, donc, tout à l'heure, donc, je vais vous montrer comment on trouve cet intervalle de confiance. Donc, vous allez avoir P. Donc, je rappelle ici, I c'est intervalle, I c'est l'intervalle de confiance. Tout ce qu'on peut dire, c'est que notre proportion P appartient donc à cet intervalle de confiance, c'est-à-dire F moins 1 sur racine de 1, F plus 1 sur racine carrée de 1. La vraie proportion, donc, elle appartient donc, au seuil de 95%. Donc, là, il faut faire une lecture. Donc, on ne peut pas dire quelle valeur donc, donner à P dans cet intervalle. Donc, on peut donner P à peu près égal à F. Il faut lui donner cette valeur. La fréquence elle-même, parce que c'est au centre. Ça, c'est une lecture. Donc, c'est une lecture. Donc, avec les décisions, on peut décider de nous donner à F à peu près une valeur de F. Mais on peut se tromper. Donc, on peut se tromper. Donc, ce qu'on peut donc, affirmer, c'est que notre proportion qu'on cherche, la proportion qu'on cherche, donc, elle appartient à cet intervalle de confiance IC. Et à partir de la lecture, on va le faire sur les exercices comme ça, vous allez comprendre. À partir de la lecture qu'on fait sur cette appartenance, à l'intima là, donc, très problématique. On va sortir sur une conclusion. Donc, on va donner des conclusions, parce que là, vous avez des statistiques et des probabilités. Donc, là, ce ne sont pas des résultats exacts, déterministes. Donc, ce ne sont pas des résultats déterministes. Donc, il faut faire une lecture. Après, donc, ce calcul, donc, les statistiques, les probabilités, donc, on va donner une interprétation. Donc, on va donner une interprétation de cette appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire? P appartient à l'intervalle de confiance ici. Voilà, donc c'est une introduction à peu près. Donc, si il y a un maxo, si vous permettez, donc là, on va résumer. Donc, quelle est la différence? Quelle est la différence entre un intervalle de fluctuation et un intervalle de confiance? Donc, vous avez la population. Ici, nous avons la population. Donc, le premier cas, vous avez P, la proportion P au nu. Ou bien elle est au nu, ou bien donc, on fait une hypothèse sur P. Là, je peux calculer l'intervalle, lorsque je connais P, parce que P est au nu, donc je peux calculer l'intervalle de fluctuation. IF, intervalle IF, intervalle de fluctuation. De façon asymptotiquement, c'est-à-dire cet intervalle, donc en terminal, il est égal à, donc, je vous rappelle, est égal à P moins 1,96 multiplié par racine, je pense que c'est comme ça, racine de P multiplié par 1 moins P, j'espère que je n'ai pas fait une erreur, divisé par racine carrée de 1, et P plus, donc 1,96 multiplié par racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. Là, ça c'est l'intervalle de
de fluctuation. Quelle est l'utilité d'un intervalle de fluctuation? Quelle est l'utilité de l'intervalle de fluctuation? Donc, je fais un test aussi. F, c'est la fréquence F. Parce que j'ai un échantillon, donc je peux calculer sa fréquence. C'est la fréquence F. D'ailleurs, IF, donc j'ai un échantillon, donc je calcule d'abord, parce que j'ai besoin de M et de P pour calculer l'intervalle de fluctuation. Je n'ai pas besoin de F. Bien sûr, j'ai besoin de l'échantillon pour calculer, parce que la taille de l'échantillon intervient dans le calcul de l'intervalle de fluctuation. Si F appartient, nous avons deux cas, F appartient à l'intervalle de fluctuation. Le deuxième cas, que je peux avoir, F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc si F appartient à l'intervalle de fluctuation, l'échantillon est conforme avec la population P. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'échantillon est indique, donc il représente bien la population. Il est tout un caractère, c'est-à-dire le caractère de l'imogure, la proportion réelle de l'imogure de la population, donc elle est à peu près la même. Donc elle est la même que l'échantillon. Donc l'échantillon, c'est un bon représentant, donc on accepte cet échantillon. Le deuxième cas, F n'appartient pas, donc voilà. Ici on accepte l'échantillon, ici on le rejette. L'échantillon n'est pas conforme. Bien sûr, l'étude donne à 95% donc de viabilité, c'est-à-dire lorsqu'on prend ces décisions-là, on fait quand même des erreurs de 5%. Parce que les 5%, tu as l'erreur. Voilà. Donc, ça, lorsque là, c'est la population. Bon, dans le deuxième cas, donc, ici, dans le deuxième cas, vous avez la proportion P dans la population P, ici, elle est inconnue. Donc ici, la proportion P, elle est inconnue. Donc je ne peux pas calculer, donc je ne calcule pas l'intervalle de fluctuation. Il faut que P soit connu pour calculer l'intervalle de fluctuation. Pourquoi? Parce que l'intervalle de fluctuation, il est calculé à partir de P. Donc ici, le but c'est de connaître P, justement. Donc ici, je calcule ce qu'on appelle, donc, je calcule. Donc là, P est inconnu, donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule. Calcul d'abord. Calcul de F. Je peux le calculer, F. Parce que j'ai un échantillon. Donc F, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de l'échantillon qui possède le caractère C, divisé par le nombre total d'éléments de l'échantillon. Après le calcul de F, donc, je lui associe ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, IC. Est égal à, IC est égal à
Donc, f, bien sûr, sous certaines conditions, f moins 1 sur racine carrée de 1, f plus 1 sur cet intervalle, donc on l'appelle intervalle de confiance. Intervalle de Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet intervalle de confiance? On peut dire que, ici, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que notre proportion P, elle appartient à cet intervalle. F moins 1 sur racine carrée de 1, F plus 1 sur. Donc ici, au seuil de 95%. Bon, donc cette étude, je simplifie au maximum. Bon, plus tard, donc tous ces résultats-là, on va les retrouver de façon théorique, donc, en utilisant donc, la loi binomiale, donc des variables aléatoires donc, qui suivent donc, la loi binomiale, qui suivent le schéma de Bernoulli, etc. Et donc la loi normale, donc on utilise par exemple le théorème de Moivre. Donc on va donner des bases théoriques sur tout cela, et on va obtenir tous ces résultats-là, donc on va les obtenir de façon théorique. Donc c'est pour les gens qui veulent appliquer directement les notions d'intervalle de confiance et d'intervalle de fluctuation dans des cas pratiques. Donc c'est juste la théorie bzaf, donc ça ne les intéresse pas comment on obtient ces intervalles. Donc, pourquoi, par exemple ici, pourquoi on obtient, d'où vient le chiffre 1,96? Alors, par exemple, le chiffre 1,96. C'est pas compliqué. Donc, pour les gens qui ont fait donc, la loi normale, donc là, c'est lorsqu'on calcule une probabilité donc, avec la variable aléatoire x qui est centrée et réduite, donc la probabilité donc, est égale à 0,95, on obtient donc, donc ici, vous voyez donc, si je veux donc avoir, ça veut dire la surface aérienne, elle est égale à 0,95, donc le nombre de drops, donc là, c'est moins 1,96, et là, 1,96. Donc l'intervalle qui correspond, on va moins 1,96, 1,96. C'est pour ça qu'on obtient ces chiffres-là. Donc c'est la théorie. La théorie est les probabilités. Donc, lorsqu'on les utilise, et la loi de Moivre, donc ici, donc la loi de Moivre, donc, qui dit que la limite, lorsque 1 tend vers l'infini, donc, de probabilité P, donc x, donc je la divise par, donc je la rends centrée réduite, donc appartenant à intervalle AB, donc cette limite, donc elle est égale à l'intégrale somme de A à B, E à la puissance moins x2 sur 2, 1 sur racine carrée de P, c'est-à-dire, on obtient la loi normale. La limite des lois binomiales, donc on obtient la loi normale. Lorsque 1 devient très grand, lorsque je prends des échantillons très grands, donc je peux considérer que la probabilité d'avoir un événement, donc, etc. Donc je peux lui donner une valeur approchée qui est égale, donc celle que j'obtiens avec la loi normale centrée et réglée. Voilà, donc d'où viennent ces chiffres un peu fantoches que j'obtiens ici. Donc ce n'est que des applications d'une loi, d'un théorème connu donc, de Moivre, et donc des propriétés des lois binomiales et la propriété de la loi normale, centrée et réglée. Voilà. Bon, maintenant, on va donner un exercice. Donc, il va nous apprendre un peu comment appliquer ces résultats. Donc, comment interpréter donc, les résultats d'un sondage. Exercice 1. Donc, dans une élection présidentielle ou de candidats, donc les deux candidats, on les appelle. Donc, le premier candidat, on l'appelle
Z, et le deuxième candidat, on l'appelle Benzin. Donc ce sont deux candidats pour une élection présidentielle dans un pays, dans un pays. On a obtenu dans un sondage, donc on a fait un sondage d'opinion juste avant l'élection présidentielle, juste avant. Donc, c'est-à-dire, on sait que dans une élection présidentielle, donc les sondages, donc on peut les faire, je crois, 3 jours, bien 2 jours avant l'élection. Donc on peut donc faire des sondages et donner les résultats de ces sondages. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc nous avons deux instituts de sondage, Kensos et Ipsos, BFM TV. Donc, ils ont donné les résultats suivants. Donc le premier institut de sondage, il a donné donc 52,5% de gens donc votent pour Z. Et le deuxième institut de sondage, il a donné 50,5% de gens votent pour Z. Le deuxième institut de sondage, il a donné, donc le deuxième candidat, 47,5%, et 49, le deuxième institut de sondage, il a donné 49,5%. Donc la question qui se pose, quelle conclusion peut-on tirer de ce sondage? Peut-on affirmer que Z, donc, qui a obtenu donc, plus de 50% pour les deux instituts, Ipsos et BFM, peut-on dire, d'après ces résultats, que Z va être élu comme président, ou bien l'autre, Benzin, qui a eu donc 47, moins de 50% pour les deux instituts de sondage, est-ce qu'on peut dire que, affirmer donc, que Benzin ne sera pas élu dans ces élections? Voilà donc une question très claire sur laquelle on doit répondre. Pour répondre à ces questions-là, donc, vous savez bien que ces sondages-là ont été effectués. Ces proportions qu'on obtient ici, ce ne sont pas les vraies proportions de la population. Ce n'est pas après le vote, c'est avant le vote. Donc on a pris un échantillon, je crois, de 1000 ou 1500 personnes, et on a fait donc une étude d'opinion sur ces proportions. Donc on obtient, en vérité, ici, donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, le candidat, donc, c'est-à-dire ici, nous allons calculer, donc, pour le premier candidat et le deuxième candidat, donc je vais calculer donc, les intervalles de confiance pour chaque candidat. Les intervalles de confiance, donc, intervalle de confiance ici pour le candidat Z. Je vais calculer l'intervalle de confiance pour le candidat Z. Voilà. Bon, nous avons ici, donc, je mets ici, donc, il faut rajouter ça. Le sondage a été effectué donc, auprès de 1112 personnes. Donc nous avons ici la taille du sondage, la taille. Donc taille, nous avons les données ici, taille de l'échantillon. N, elle est égale à 1112. Et en vérité, on a ici 4 fréquences. On a ici pour l'échantillon. Nous avons ici 4 fréquences. Donc la fréquence donc, obtenue par le candidat Z, vous avez 2 fréquences pour l'Ipsos et pour BFM TV, et vous avez 2 fréquences ici pour le candidat Benzin, donc la fréquence obtenue par Ipsos et la fréquence obtenue par l'Institut de sondage, donc BFM TV. Donc nous allons avoir 4 intervalles de confiance. Donc, vous avez ici la première fréquence, ici pour Z, Donc vous allez avoir ici donc, 2 fréquences, F1 et F2. F1 obtenu par Ipsos, elle est égale à donc 0, ici 52,5%, donc 0,525. Et F2, elle est égale à 0,505. Ça, c'est pour le candidat Z. Vous avez donc 2 fréquences. C'est la proportion de gens dans les 1112 personnes interrogées. Donc, on a donc 52,5% d'après Ipsos, d'après le premier institut de sondage, donc ont répondu qu'ils vont voter pour Z. Et pour le deuxième institut de sondage,
Donc nous avons sur les 1112 personnes interrogées, donc 52. C'est-à-dire ici nous avons 525 personnes. 525 personnes. Ici nous avons 505 plus un peu. Nous avons pratiquement 1000. Nous avons 1112 plus un peu. Donc 50,5% ont répondu qu'ils vont voter pour le candidat Z. Pour le candidat Z, donc notre candidat, donc la fréquence F3 est égale à, sa fréquence est égale à 0,475, 0,475, et la fréquence F4, elle est égale à donc 0,495, 0,495. Donc vous voyez bien que pour chaque fréquence, pour un ici, c'est la même. Donc nous pouvons calculer ici, donc ici, un intervalle de confiance, pour chaque partie là, un intervalle de confiance ici. Donc, voilà. Donc le premier, donc I1, par exemple, I1 est égal à, donc, est égal à F1 plus, donc la formule c'est F1 plus 1 sur racine carrée de 1. C'est-à-dire 1 sur F1 plus 1 sur racine carrée de 1, 1112. Et F1 moins 1 sur racine carrée de 1112. Vous voyez bien, ceci est égal. On va avoir le résultat après dans ce tableau. La même chose I2 est égal à la même chose F2. Pardon, ici c'est le contraire, c'est moins ici. Pardon, moins ici, plus. C'est F2 moins 1 sur racine carrée de 1112. F2 plus 1 sur racine carrée de 1112. La même chose, et pour le troisième intervalle de confiance est égal à F3 moins 1 sur racine carrée de 1112. F3 plus 1 sur racine carrée de 1112. Le dernier cas, donc le quatrième intervalle de confiance, donc est égal à F4, donc moins 1 sur racine carrée de 1112. F4 plus 1 sur racine carrée. Bien sûr, ici les conditions, avant de calculer l'intervalle de confiance, on doit avoir des conditions qui doivent être respectées pour que donc, le résultat soit appréciable. C'est-à-dire, P appartient à l'intervalle de confiance avec une erreur, donc plus ou moins égale à 5%, ou bien avec une certitude, avec une assurance de au moins une assurance de 95%, donc assurée au moins. Alors il faut que des conditions sur R et sur la fréquence, les 4 fréquences ici. Donc nous avons, il faut que F soit supérieur ou égal à 30 par exemple, le produit N multiplié par F supérieur à une certaine valeur, ou N multiplié par 1 moins F soit supérieur à une certaine valeur. Donc on les donne. Ça, on les donnera dans la théorie. Bon, lorsque je fais ces calculs, donc je vais obtenir donc, des résultats que je vais mettre ici, donc dans ce tableau-là. Bon, après calcul, j'ai calculé donc seulement pour le candidat Z. Donc après, je remplace les valeurs, donc la fréquence F1, donc 1 sur racine carrée de 1, etc. Donc je trouve l'intervalle I1, l'intervalle de confiance, donc pour le sondage Ipsos, il est égal à 0,495, 0,555. L'intervalle de confiance I2 pour le candidat Z est égal à 0,475, 0,535. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, sur les résultats ici, regardez ici. Donc sur les résultats, d'après ce résultat-là, est-ce que je peux dire que le candidat Z, il sera élu dans cette élection? La réponse est non. Parce que je sais que la proportion P, la vraie proportion P, elle appartient à l'intervalle de confiance. C'est ça le résultat que j'ai. Théoriquement, donc je sais que
Donc, au seuil de, donc au seuil de 95%. C'est-à-dire, je peux faire, lorsque j'affirme cela, je peux faire une erreur de 5%. Mais là, j'ai P à la partie, donc la vraie proportion, les vraies intentions de vote des gens, donc elle appartient à l'intervalle 0,495, 0,555. Là aussi, donc c'est 0,475, 0,535. Donc, je vais dessiner ces résultats-là, vous allez voir. Voici l'intervalle. Vous avez ici donc 0,495. Vous avez 0,5 ici. 0,5. Pardon, 0,495. 0,495. Et 0,535. 0,535. 0,535 et 0,555. 0,555. Sur le premier intervalle de confiance, donc j'ai cette valeur-là. Donc le P peut être par exemple égal, donc ici par exemple, là, vous avez regardé ici, l'intervalle c'est 0,495, 0,555. Et vous avez ici 0,5 il est là, 0,5 il est là. Donc on peut avoir P, une valeur, donc P peut être, tout ce que je sais, c'est que P appartient à cet intervalle. Donc P peut être ici. La vraie proportion, elle peut être ici. Si elle a P, si elle est dans l'intervalle, donc ici, fermé, là ouvert, donc si P, je l'écris ici, si P appartient à l'intervalle 0,495, 0,5 ouvert, une valeur quelconque ici, donc le candidat Z ne sera pas élu d'après le sondage Ipsos. Donc là aussi, vous voyez ici, donc là aussi, vous avez, donc ici, nous avons l'intervalle ici, regardez bien, donc c'est 0,475, 0,535, 0,535. Ça va, cet intervalle. Donc P il appartient à cet intervalle. Vous avez le 0,5 qui est là, 0,5 elle est là. Donc P peut-être, donc P, puisqu'elle appartient à l'intervalle de confiance, la vraie proportion P dans la population, elle peut être, donc P peut être ici, P peut appartenir ici, P, je l'écris ici, P peut appartenir à l'intervalle 0,475, 0,475 fermé, 0,5 ouvert, 0,5 ouvert. Et s'il est là, dans cet intervalle-là, donc le candidat Z ne sera pas élu aussi. On ne peut pas dire, dans les sondages, donc il est proche d'être élu, mais on ne peut pas dire, d'après les intervalles de confiance, que le candidat Z va être élu donc selon les sondages d'opinion, donc dans les élections. Parce que, d'après... Bon, quand est-ce qu'on peut affirmer? Donc, je pose la question. Quand est-ce qu'on peut affirmer, d'après une étude de sondage, que le candidat Z, ou bien le candidat de Z, sera élu dans les élections? Si on a trouvé, ici, le parlement de confiance, regardez. Il faut trouver un intervalle de confiance qui est égal à alpha, bêta, avec ici alpha strictement supérieur à 0,5. Tout nombre de la formule, donc il y a l'intervalle de confiance de cette sorte, alpha, bêta, mais c'est alpha qui nous intéresse, avec alpha strictement supérieur à 0,5. Ou bien aussi, donc, quand est-ce qu'on peut dire aussi que... On ne peut pas dire aussi que le candidat Z ne sera pas élu, d'après l'intervalle de confiance. Parce que là, le candidat Z ne sera pas élu pour le premier tour,
si on trouve, contrairement, un intervalle de confiance, là, qui est égal, si le bêta est n, donc on a alpha, bêta, avec égal, pardon, voilà, bêta avec bêta, bêta, strictement inférieur à 0,5. Si on a trouvé un intervalle de confiance, alpha bêta, tel que alpha bêta, bêta est strictement à 0,5, là on peut affirmer, donc l'institut de sondage est les. Donc je dis mon avis, le candidat Z ne sera pas élu aux élections présidentielles. Mais on a trouvé donc un intervalle de confiance, les deux intervalles de confiance, donc, les deux instituts de sondage, donc tout est possible. Là, tout est possible. C'est possible qu'il sera élu, c'est possible qu'il ne sera pas élu. Bon, je vous laisse comme exercice, très bien comme exercice. Faites les intervalles de confiance pour le candidat Benzé. Et analyser le résultat. Bon, si vous trouvez le même résultat, donc on ne peut pas affirmer qu'il sera élu ou il n'est pas élu, donc je vous donne Hajra. Essayez de, avec les mêmes proportions, avec ces mêmes proportions, mais ça, on va jouer sur le nombre de personnes. Essayez de trouver un nombre de personnes plus grand, de façon que l'intervalle de confiance il va changer, il va nous donner donc d'autres résultats. C'est-à-dire un résultat, la qualité, ou là, le résultat, donc la qualité. Un résultat de chèque là, parce que là, vous allez voir ici, regardez bien. Pourquoi ici on obtient 0,495? Parce que si là par exemple, un nombre plus grand, par exemple, les 2000, supposons les 2000. Je prends 2000. Donc la quantité elle va abaisser. Et F1 moins la quantité elle sera proche de, sera plus grande que 0,495. Voilà, donc essayons de trouver n de façon que F1 moins 1 sur racine carrée 1112 soit supérieur strictement à 0,5. On va le faire maintenant. Bon, voyons maintenant un peu si on change la taille de l'échantillon. L'échantillon, on va le changer. La partie, cette partie-là, donc elle sera plus grande que, parce que nous avons F1 est égal à, F1 donc est égal à 52,5. F1 est égal à 52,5. F1, c'est 0,525. Donc, pourquoi on a obtenu 0,495? Parce que 1 sur racine carrée est 1, donc on a le résultat. Donc pour qu'on a dit plus grande que 0,5, strictement plus grande que 0,5, je vais jouer sur la taille de l'échantillon. Donc je vais prendre ici par exemple 1 égale 10 000, par exemple. 1 égale 10 000. Donc vous allez obtenir racine carrée de 1 ici. Vous allez avoir ici, donc, on obtient ici, divisé par racine carrée de 10 000. Ici, 10 000. Voilà, la même chose ici. Donc. Ici, donc, c'est une racine carrée de 10 000. On sait que la racine carrée de 10 000, c'est 100. Donc ici, j'obtiens F1, donc ceci est égal à, donc F1 est égal à, donc le calcul, donc je vais remplacer. Quels sont les résultats que j'obtiens ici? Ce sont des résultats différents. Donc par exemple ici, j'obtiens c'est F1 moins 0,1 sur 1 centième. Ça c'est 0,525 moins, donc c'est 0, pardon, on va faire le calcul, 0,525 ici, F1, moins 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01, on obtient, pardon, 0,525 moins 0,01, et on obtient ici 0,515, 0,515. Et là, deuxième, donc c'est la même chose.
525 plus 0,01, donc ceci est égal à 0,535. 0,535. Voilà. L'intervalle I2 maintenant est égal à quoi? Donc c'est F2. F2 c'est 0,505. 0,505 moins 0,01. Ceci est égal, pardon. Bon, ici j'ai fait un petit changement. Le standard qui est à 50,5, donc j'ai changé 51,5. Donc pour le candidat Z, le BFMTV donc, lui a donné, lorsqu'il a fait les calculs avec 10 000 personnes, donc on a trouvé donc, F2 égale 51,5, plus précis encore. Donc ici, lorsque je calcule, qu'est-ce que je trouve? I2 est égal, donc I2 est égal à, donc on obtient ici 0,515 moins 0,01, donc on obtient 0,505, 0,505. Et la deuxième, donc c'est combien? Donc c'est 0,515, 0,515 plus 0,01. Donc ceci est égal à 0,525. 0,525. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette étude-là. Donc maintenant, ça c'est différent. Donc lorsqu'on a changé la taille de l'échantillon, 10 000, et on a obtenu un autre résultat un peu plus grand, un tout petit peu, donc c'était 50,5, ils ont obtenu 51,5, ils ont obtenu plus de précision, l'autre il est resté le même, donc 52,5 le même, pour le candidat Z, donc on a plus de renseignements. Vous voyez bien que P ici, P, regardez bien, donc c'est entre 0,515, voilà, 0,535. Donc P, pour Ipsos, donc il est là, P il est là. Donc, il est là, et le deuxième, donc vous avez ici, donc, vous avez donc 0,505, voilà, 0,525. Donc la vraie proportion, donc elle est là. Donc avec une erreur, donc, on peut affirmer dans ce cas que le candidat Z sera élu avec une précision de 95%, donc une probabilité d'échec de 5%. Donc parce que la proportion T, donc elle appartient à l'intervalle de confiance, donc il n'y a pas 0, donc il contient donc, toutes les valeurs de l'intervalle de confiance ici, pour les deux instituts de sondage, donc contient des proportions qui sont positives pour une élection présidentielle. Donc, il faut avoir un chiffre strictement supérieur à 0,5. Bon, je vous laisse comme exercice. Faites la même étude. Pour 1 égale 1112, qu'est-ce que vous allez trouver? Et pour 1 égale 10 000, qu'est-ce que vous allez trouver? Et faites une conclusion générale. Donc, faites une conclusion qui est générale pour les deux candidats. Voilà.